Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'économie et du capital économique. Et je voudrais commencer par l'étymologie grecque du mot économie. Donc, économie en grec, ça se prononce à peu près oikonomia, donc de l'étymon oikos qui signifie maison et nomos qui signifie loi, gestion, administration. Donc l'oikonomia ou l'économie, ce sont les lois de gestion, de l'administration de la maison, par opposition à la politique, qui est l'art de gérer un État ou une cité, plus particulièrement. Donc, oikonomia, ce sont les règles, les lois de gestion, d'administration de la maison, du domaine agricole, etc. Pour comprendre le mot économie, il faut s'intéresser aussi à sa polysémie, parce qu'il a plusieurs sens. Le premier sens peut-être du mot économie, on parle de l'économie d'un pays, par exemple de sa production, de son PIB, de son produit intérieur brut, de la consommation des ménages, des investissements des entreprises, des actions, des obligations, etc. Donc l'économie en tant que phénomène réel, comme la production, la consommation, etc. On parle aussi d'économie comme science, comme la science économique, la macroéconomie, la microéconomie, donc l'économie comme discours, comme ensemble de livres sur justement les phénomènes économiques, sur la monnaie, sur la production, sur la consommation. Donc l'économie, le mot économie a deux aspects, un aspect objectif, réel, la production, la consommation, et un aspect discursif ou linguistique, donc tous les discours sur la production, la consommation, la monnaie, etc. Bien sûr, la science économique est, de mon point de vue, strictement idéologique. C'est l'idéologie du marché autorégulé, de la concurrence pure et parfaite, de l'État parasite, il faut moins de fonctionnaires, etc. C'est l'idéologie de l'homo economicus. L'homo economicus, c'est cette idéologie selon laquelle l'être humain serait égoïste, rationnel, responsable de son destin, calculateur, etc. Il y a d'autres sens donc, du mot économie. On dit parfois faire des économies, c'est l'épargne, le fait d'épargner, de mettre de l'argent de côté, etc. Faire l'économie de quelque chose, on fait, on fait l'économie de quelque chose, donc on évite, on n'en use pas, on se dispense de l'utiliser, faire l'économie de quelque chose. On parle aussi parfois de l'économie de quelque chose, d'un système, d'un livre, d'un discours. L'économie d'une maison, l'économie de quelque chose, c'est son organisation, sa structure, la façon dont les parties sont agencées. Donc trois autres sens, faire des économies, faire l'économie de quelque chose et l'économie par exemple d'un discours, d'une œuvre, etc. Pour revenir à l'étymologie grecque ou même à la vision grecque de l'économie, on pourrait utiliser les idées d'Aristote pour lequel donc, l'art économique, c'est un art masculin, c'est un art qui est fait pour les hommes et qui lui permet, donc pour l'homme, de gérer ses enfants, son épouse et ses esclaves. C'est ça l'économique pour Aristote. C'est cet art, ses lois, ses règles, ses normes à respecter, à utiliser pour gérer la maison, le domaine agricole, les esclaves, son épouse, ses enfants. Donc l'économie, elle fait référence à des relations ou à des lois naturelles, à des lois hiérarchiques, donc entre les relations hiérarchiques entre les hommes et leurs épouses, les parents et leurs enfants, les maîtres et leurs esclaves. Ce point de vue d'Aristote pourrait dire qu'il est situé. C'est un point de vue complètement conditionné par son origine et par son appartenance à la cité grecque, qui est une cité où certes la démocratie directe existait, mais c'était une démocratie directe misogyne, puisque les femmes n'avaient pas droit de citer, une démocratie directe esclavagiste, donc les esclaves travaillaient pour que les Grecs aient le temps de faire de la politique, et une démocratie directe xénophobe, puisque les étrangers n'avaient pas le droit de citer. Bien sûr, il faut faire attention aux anachronismes, mais c'est juste une façon de décrire un peu cette démocratie directe, idéalisée parfois par certains gauchistes. Voilà. Donc, qu'est-ce que le capital économique? Ce sont pour nous aujourd'hui toutes les possessions,
de richesse matérielle ou financière. Le capital économique, ça peut faire référence à l'argent, aux usines, aux machines, aux robots, aux terrains, aux bâtiments, aux actions, aux obligations que possède un individu, une famille, etc. Bien sûr, la justification juridique, voire morale, de l'argent et de la richesse, c'est le titre de propriété, c'est l'idéologie du travail, du mérite, du risque, de l'utilité sociale. C'est-à-dire que ceux qui possèdent de l'argent sont utiles, ils créent de l'emploi, ils ont mérité leur richesse puisqu'ils ont pris des risques, etc., etc. Donc la question du mérite est très importante. Qui possède du capital économique? Alors, dans le langage courant, on a plusieurs mots, les riches, les dominants, les bourgeois, les capitalistes, les patrons, le patronat, les chefs d'entreprise, les industriels, les banquiers, les grands commerçants. Quel mérite? Quel mérite? Est-ce que les riches méritent d'être riches? Est-ce que les pauvres méritent d'être pauvres? Toutes ces personnes riches ont-elles trop de capital économique? Est-ce qu'elles méritent autant d'argent? Ou bien ont-elles hérité sans mériter ce capital économique? Elles l'ont hérité de leurs parents sans être nécessairement intelligentes, sans être des personnes morales, travailleuses, etc. Il y a une tirade de Figaro qui est très connue et très célèbre, même si elle est dirigée contre les nobles et la noblesse. C'est la suivante. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Qu'avez-vous fait pour tant de richesses? Vous vous êtes donné la peine de naître. Donc, texte de Beaumarchais dans le mariage de Figaro. Ce texte donc, signifie bien que les riches, les dominants, que ce soit la classe noble ou la classe aristocratique ou la classe bourgeoise, ne méritent pas leur richesse, leur puissance et leur domination. Faut-il abolir l'héritage? Faut-il interdire aux parents de transmettre à leurs enfants leur richesse, par exemple, pour lutter contre les inégalités sociales? Faut-il abolir la propriété privée des moyens de production? Est-ce qu'il faut tout nationaliser, tout socialiser? Est-ce que les usines devraient appartenir au peuple? Est-ce que les banques devraient être nationalisées et appartenir au peuple pour mieux redistribuer les richesses? Et est-ce que ce genre d'idée, l'abolition de l'héritage, l'abolition de la propriété privée des moyens de production, la nationalisation, la socialisation, est-ce que c'est pas utopiste, idéologique, gauchiste, stalinien, totalitaire, etc. Est-ce qu'en nationalisant, par exemple, les usines et les banques, on ne donnerait pas un peu trop de pouvoir à l'État, qui pourrait donc dégénérer en État totalitaire? Donc il y a les élus et les exclus. Les élus, donc ce sont les riches, ceux qui ont hérité de leur capital économique, et puis les exclus, ceux qui n'ont pas de capital économique. Et encore une fois, dans le langage courant, on a plusieurs mots, les pauvres, les dominés, les démunis, les exclus, ceux qui sont out, les losers, les ouvriers, les employés, les paysans, et qui ont donc très peu de capital économique. La même question du mérite, est-ce que les pauvres méritent d'être pauvres? Ou bien ont-ils hérité sans la mériter d'une situation sociale misérable? Donc, la question des riches et des pauvres, c'est pas juste une question de mots ou d'idéologie, mais c'est aussi une question objective. Ce sont des structures objectives parce que dans la réalité, il y a des riches et des pauvres, des dominants et des dominés, des bourgeois et des gens des classes populaires, des gens distingués et vulgaires. En tout cas, c'est comme ça que la bourgeoisie peut percevoir le peuple comme vulgaire. Des gens cultivés, diplômés, des gens sans diplôme, des gens supérieurs, des gens inférieurs. Donc, ces catégories, ces structures ne sont pas uniquement des mots, ce sont aussi des réalités sociales, mais aussi, bien sûr, des mots pour décrire cette même réalité. Nous nous jugeons et jugeons les autres en utilisant ces catégories. Il y a une question traditionnelle, classique en économie, qu'on appelle la question de l'accumulation primitive du capital. On pourrait la, la simplifier en posant cette question. Comment les premiers riches ont-ils fait pour devenir riches? Et comment les premiers pauvres ont-ils fait pour devenir pauvres? D'où vient la richesse des premiers riches? Donc c'est le problème de l'accumulation primitive du capital, l'accumulation primitive de richesse. Les premiers riches, comment ont-ils fait pour accumuler leur richesse? Pour Karl Marx, l'accumulation primitive du capital, ça vient du vol, du colonialisme, de l'esclavage. Donc c'est le colonialisme et l'esclavage qui ont fait la fortune de l'Occident.
Donc c'est de l'exploitation du Sud qu'est faite la richesse du Nord. Donc cette richesse volée aux autres, en l'occurrence aux Arabes, aux Noirs, aux Indiens d'Amérique, etc., elle est transmise de génération en génération jusqu'à nos jours. Et on pourrait se poser la question suivante, la bourgeoisie d'aujourd'hui est-elle la descendante directe des esclavagistes et autres colons? Avons-nous une dette coloniale envers les Arabes, les Noirs, les Indiens d'Amérique, etc., etc.? Donc aujourd'hui, en Occident, les Arabes et les Noirs vivent dans des ghettos ethniques paupérisés. Ce sont pour la plupart des enfants d'ouvriers et petits-enfants de paysans. Ils ont donc très peu de capital économique. Et on pourrait se poser la question de savoir combien de générations faut-il pour sortir de la misère. On pense qu'il faut à peu près 4 à 5 générations pour sortir de la misère sociale. Donc, est-ce que ces inégalités raciales et sociales sont le résultat de la situation coloniale et esclavagiste? Donc, dire cela, pour les bourgeois de droite, c'est de l'islamo-gauchisme, hein, c'est de l'anachronisme. Que dire aussi des colonisations, de l'esclavage dans les pays musulmans? Tous les grands empires, tous les grands peuples ont été colonisateurs et esclavagistes, etc., etc. Donc ce genre de discours, pour la droite, ça relève plus de la culpabilité occidentale, du masochisme et de l'autoflagellation. Mais pour je dirais, les idéologues de gauche, c'est plus une question de justice sociale et raciale. Karl Marx a aussi souligné un phénomène qui s'est passé en Angleterre au XVIe siècle, qu'on appelle le phénomène des enclosures. Alors les enclosures, c'est le fait d'exproprier les paysans, ou du moins d'éliminer certains droits des paysans, certains droits qu'on appelle des droits d'usage, comme la veine pâture. J'ai pris un exemple de droit d'usage. La veine pâture, c'est le fait que les paysans, maintenant, on leur interdit, alors qu'ils avaient le droit, et ils en avaient le droit avant, on leur interdit de ne plus faire paître leurs bêtes sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Donc le fait que les dominants, la noblesse plus particulièrement, aient fermé en fait les terrains pour empêcher les paysans d'accéder à leurs droits d'usage. Ce sont des droits immémoriaux qui existaient depuis des générations et des générations. Ce genre de phénomène, le phénomène des enclosures, a entraîné la paupérisation des campagnes, l'exode rural, l'exploitation des paysans dépaysanés. Les paysans dépaysanés, ce sont des paysans sans terre, sans ressources. Ce sont les premiers ouvriers d'origine paysanne. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire si vous n'aimez pas. Ça me permettra vraiment d'améliorer mon travail. À bientôt.